pour commencer, nous allons justement nous intéresser tout de suite aux échelles d'action autant européennes que locales, puisque cette année marque les 5 ans du Green Deal européen. Il est l'heure donc d'un premier bilan et surtout d'aborder ensemble le futur de la transition en Europe. Et pour y répondre et ouvrir cette édition 2024 de Polytech Paris, merci d'accueillir la directrice de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement, Madame Paloma Abba-Garrote, et le président de l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, Monsieur Sylvain Waserman. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup de venir ouvrir ce salon 2024. Comme c'est l'ouverture, j'ai été extrêmement formel, mais il sera peut-être plus clair pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent si je précise que Madame Abba-Garrote, vous présidez la CINEA, c'est-à-dire l'agence exécutive créée par la Commission européenne qui gère la mise en œuvre de plusieurs programmes de financement liés au Pacte vert pour l'Europe, qui est le nom en français du Green Deal. Et Monsieur Waserman, vous présidez une structure que l'on connaît mieux sous son acronyme, puisqu'il s'agit de l'ADEME. Les présentations étant faites, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Madame Abba-Garrote, la CINEA est donc l'agence de mise en œuvre, en tout cas de financement des projets du Green Deal. Juste pour qu'on ait une idée de l'importance de ce que vous gérez, pourriez-vous nous rappeler le montant des fonds dont vous disposez pour accompagner les projets de transition écologique? Merci Alexandre. Bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous pour vous présenter un peu ce que l'agence fait et comment on essaie de soutenir les projets qui passent ici en Europe. Donc, revenons aux questions. L'agence dispose sur ce qu'on appelle les marques financières pluriannuelles 2021-2027 de 65 milliards d'euros, distribués en 7 programmes. À part les mécanismes d'interconnexion européenne qui financent des infrastructures sur les transports et l'énergie et qui comptent plus ou moins de 31 milliards, on a 3 autres programmes très importants, comme les fonds d'innovation, qui comptent sur plus ou moins 17 milliards et qui financent surtout le déploiement commercial, la démonstration de technologies très innovantes et qui vont donner un résultat de réduction importante des émissions de CO2. Donc, on est en train de parler de décarboniser certaines industries et secteurs qui utilisent l'énergie de façon intensive, comme le secteur de l'acier, les chimiques, aussi des finances renouvelables et des projets similaires. On a aussi, bien sûr, le programme Horizon Europe qui touche surtout, d'un notre côté, le climat, l'énergie et les transports et qui compte plus ou moins 11 milliards d'euros. Et finalement, les programmes LIFE, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont reçu des subventions par nous et qui sont présentes ici à Polytech. Et ça, c'est un programme qui compte plus ou moins de 5 milliards d'euros et où on finance surtout des projets sur l'environnement et le climat et on va dire, sur la transition énergétique propre. Donc, ça, c'est plus ou moins le global. Donc, on touche différents secteurs, on touche différentes étapes de la chaîne de valeur. Avec des montants qui sont quand même considérables. Ouais. On parle d'une véritable manne financière pour la transformation. À ce stade, de tout ce budget que vous venez de nous décrire, Ouais. combien a déjà été distribué? C'est-à-dire combien reste-t-il pour les entreprises, s'il y en a qui souhaiteraient candidater et bénéficier de cette manne financière? Bon, on a déjà distribué 44 milliards, donc ça veut dire que d'ici jusqu'à 2027, il nous reste plus ou moins 21 milliards d'euros. Donc encore un montant assez important à distribuer dans les prochaines années.
Et on finance des petits projets et on finance des gros projets. Hein. La taille, ça va changer si c'est un projet de la recherche qui peut être un peu plus petite. On a des 3 millions, des montants comme ça. Les infrastructures peuvent arriver à quelques centaines de millions d'euros. Mais en général, on essaie de donner un support qui va entre 20% pour les infrastructures et on arrive même à un montant proche à 100% pour la recherche. Donc, je voudrais bien encourager toutes les personnes qui viennent nous voir, qu'il y a un stand et qu'on peut les donner des conseils et des informations sur les programmes et les opportunités. Ça montre bien à quel point ce programme du Green Deal européen a amené vraiment un coup d'accélération à la transformation. Il y a de ça même 6 ou 7 ans, ces montants à trouver pour accélérer des projets de transition écologique étaient très rares. Vous nous annoncez des chiffres faramineux. On comprend qu'il y a des fonds mobilisables. Monsieur Waserman, qu'en est-il du cadre législatif, en tout cas en France? Il y a des fonds disponibles. Est-ce que les réglementations en place sont suffisantes pour inciter ou aider les entreprises à rendre leur transition écologique plus effective? Bonjour, bonjour à tous, bonjour Alexandre. Au passage, j'ai beaucoup aimé votre introduction quand vous disiez on ne va pas choisir le défaitisme. Et ouais, un message que je voudrais passer, on n'a jamais relevé des défis aussi importants que la transition écologique en baissant les bras. Donc effectivement, il faut des paroles volontaristes, certes lucides et réalistes, pragmatiques, mais il faut qu'on continue cet élan sur la transition écologique et beaucoup des personnes, il y a beaucoup d'acteurs qui au quotidien se consacrent à ça. L'ADEME en fait partie. Pour répondre à votre question, je voudrais peut-être partager ce que je constate sur la transition écologique ici en France avec en fait 2 tendances. La première tendance, elle est top-down, des grands traités internationaux, des politiques européennes volontaristes qui se traduisent dans des stratégies nationales bas carbone, qui se traduisent dans des COP territoriales, c'est-à-dire des croisements, des rencontres entre les objectifs nationaux et les objectifs régionaux, et puis des projets qui naissent sur les territoires. Ça, c'est un peu le Think Global, Act Local qu'on connaît traditionnellement. Mais mon point, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que c'est sur les territoires qu'on a une capacité d'innovation de nouveaux modèles, par exemple d'acteurs qui coopèrent ensemble, par exemple des zones industrielles bas carbone qui vont mutualiser leurs sources d'énergie ou leurs infrastructures d'énergie renouvelable, ou qui vont imaginer des circuits courts qui n'existaient pas et qui vont créer ces écosystèmes et ces innovations au niveau territorial. Et que du coup, le mouvement vers le haut, c'est un mouvement d'essaimage des solutions qui fonctionnent sur le terrain. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, là, on est plus sur du think local et act global. Donc, on invente, on innove, on réfléchit, on conçoit sur le terrain et on déploie, on essaime après au niveau national, voire européen. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il me semble que c'est une tendance absolument essentielle pour des acteurs comme l'ADEME, pour des acteurs institutionnels, qui ne doivent plus être dans une logique de décliner les politiques, y compris européennes, bien sûr, qui sont indispensables, mais aussi dans cette logique du terrain, d'innover par le terrain, et après d'essaimer les innovations qu'on peut voir sur le terrain. Voilà, donc ça me semble en ce moment prendre une force particulière, et ça questionne la place des acteurs institutionnels dans une approche beaucoup moins descendante et beaucoup plus d'essaimage. Cela pose la question fondamentale du passage à l'échelle, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les politiques européennes, les fonds européens qui sont extrêmement importants, et ces projets dont vous parlez, c'est-à-dire encore une fois, comment on passe de l'Europe au local et peut-être du local au national, voire européen? C'est l'ADEME qui fait ce point de pivot? Alors, pas que l'ADEME. En France, dans le modèle d'organisation français, les régions sont à la fois en charge du développement économique et du développement durable, de la transition écologique. Donc, l'organisation institutionnelle en France, on parle souvent du millefeuille français, mais
les régions ont un rôle absolument majeur, et plus généralement les territoires quand ils s'emparent d'un projet. Vous savez, j'ai échangé avec des parlementaires, je leur disais, vous savez, les lois que vous votez à Paris, qui vont transposer des directives, c'est très important. Mais ce qui va faire qu'un projet réussit ou échoue, ce qui va faire qu'il est acceptable pour les citoyens autour, ce qui va faire qu'un acteur économique s'en empare, mais finalement, c'est sur le terrain que ça se passe, avec des élus territoriaux. Et je crois qu'il est important de redonner tout son sens à la dimension territoriale de la transition écologique, parce que c'est là que les projets se font. Et on aurait pu penser que c'était uniquement pour les petits projets de communes ou de communautés de communes, mais quand on voit des grands industriels, avec notamment cette démarche dont je parlais tout à l'heure, qui est zone industrielle bas carbone, qu'on accompagne et qu'on finance, quand on voit ces écosystèmes, ces solutions territoriales qui émergent, ben c'est des choses qui n'existaient pas il y a 5 ans et qui sont aujourd'hui des solutions gagnantes de la transition écologique. Et pour que cet essaimage soit fructueux, c'est-à-dire, encore une fois, qu'on passe du proof of concept et jusqu'à des verticales intégratives, le cadre dont nous disposons aujourd'hui, il est suffisant? Les lois qui existent l'encouragent? Alors, les lois, oui. Enfin, vous savez, j'ai échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale hier. Et on convergeait sur le fait que la transition écologique, bien sûr, il faut des lois. Enfin, il ne faut pas tout attendre des lois. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut mener avec des financements qui existent, avec des actions qui existent. Et peut-être, pour répondre précisément à votre question, cette logique d'essaimage dont je parlais tout à l'heure, effectivement, c'est des nouvelles missions assumées de l'ADEME. J'ai eu la chance de créer le métier d'essaimeur, qui est quand même le plus beau métier du monde. C'est d'identifier ces réussites, de les modéliser. C'est jamais que du partage de bonnes pratiques, ça ne suffit pas. De les modéliser pour voir ce qui est réutilisable, de cibler là où elles peuvent être pertinentes et de travailler sur cette diffusion. 70% de la transition écologique, c'est un chiffre un peu artificiel, mais c'est diffuser massivement les solutions qui marchent. Donc on a un enjeu sur cet essaimage qui est fondamental. La diffusion, c'est capital. Le financement aussi, pour passer ce cap, il faut des sous. Et c'est précisément du coup le rôle de la CINEA, vous nous le rappeliez, Madame Abagaroté. Mais ces montants très importants que vous nous avez énoncés, sont-ils sanctuarisés? Il y a des changements en cours dans la composition de la Commission européenne suite aux élections. Il y a un nouvel équilibre politique au sein du Parlement européen. Est-ce que ces deux éléments peuvent affecter ces crédits? Il est souvent très important pour les entreprises d'avoir une vision pérenne des fonds disponibles, d'avoir une vision un peu plus au long terme. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si tout cet argent sera encore disponible demain et après-demain? Bon, je dirais que oui, dans le cadre financier multiannuel jusqu'à 2027 est fixé. Et donc, on peut compter sur les programmes qui existent aujourd'hui et sur les montants globaux qui existent aujourd'hui. Bon, bien sûr, j'espère qu'on aura un nouveau collège le 1er décembre. Les programmes de travail de chaque année sont adoptés par la Commission. Et donc, bon, on pourrait peut-être renforcer certaines priorités, évoluer, selon aussi l'évolution de ce qui se passe en Europe, pour ne pas non plus rester fixé. Mais je peux dire que nos programmes pour les montants qui sont là seront là jusqu'à 2027. Par contre, ce nouveau collège devra prendre une décision ou une proposition au Parlement et au Conseil pour l'avenir. Je voulais parler plutôt des années 2028 jusqu'à 2034 pour le nouveau cadre pluriannuel. Et donc, on attend d'avoir une proposition plutôt l'été ou plus tard l'automne de 2025 pour proposer les nouveaux programmes et les nouveaux montants. Et ça, ce sera le moment d'avoir un peu plus de clarté après 2027. Mais je voulais insister que la présidente von der Leyen, devant le Parlement, quand elle a présenté les orientations politiques, elle a dit que son intention, c'était de maintenir le cap sur les objectifs 2030 et 2050
sur devenir un continent on va dire neutre du point de vue climatique. Et aussi, je pense que la Commission va aussi, on va dire, réfléchir sur ce qu'on appelait les rapports Draghi, et où M. Draghi affirme qu'on devrait veiller à que notre économie soit d'un côté compétitive, mais aussi neutre en carbone. Donc, compétitivité et sustainabilité doivent être toujours ensemble. Cela, vous Oui, aviez- peut-être une réaction. Ce que dit Paloma est extrêmement important. Je voulais vous donner deux exemples. Je tourne beaucoup dans les territoires. Il y a un exemple que j'aime beaucoup citer parce qu'il est tellement caractéristique sur exactement ce que vous dites, c'est-à-dire le fait que se décarboner, par exemple pour une entreprise industrielle en France, ce n'est pas une option en réalité, ça devient cœur de stratégie. J'étais dans l'Orne, un patron d'une grosse PME de l'Orne qui fait de la verrerie me dit 80% de mon chiffre d'affaires, c'est l'industrie française du luxe. Ils m'ont écrit en me disant en 2030, on sera totalement décarboné, donc ce sera avec vous ou sans vous. Et donc pour ce patron de PME traditionnel de la verrerie depuis des décennies, ce n'est pas juste un sujet qu'on traite à la fin du comité de direction quand on a le temps de parler de politique RSE. C'est juste cœur de stratégie et cœur de business. Et là, vous avez tout à fait raison, Paloma, c'est quand vous dites c'est un sujet de compétitivité. Si on perd du temps dans la décarbonation de notre industrie, on perd en compétitivité. Et croyez-moi, l'illusion selon laquelle on serait les seuls à s'intéresser au climat et que tous les autres, ils s'en foutent complètement. Regardez les green zones en Chine, regardez les routes de la soie décarbonées. Vous allez avoir des produits chinois qui vont arriver, produits dans des green zones 100% énergie renouvelable, avec des moyens de transport faibles en carbone. Et ils vont nous dire, vous savez quoi, on sait que vous êtes pro-climat. Eh bien, bonne nouvelle, nos produits sont moins carbonés que vous. Donc il faut éviter absolument de considérer qu'on serait les seuls par une espèce de mode de s'intéresser au climat, que les autres s'en fichent. Pas du tout. Vous avez des pays comme la Chine qui vont très vite. Et quand ils prennent ce genre de décision, ils vont un cran plus loin, plus vite, parce que leur modèle n'est pas les modèles ne sont pas les modèles démocratiques et les temps de la démocratie et du modèle démocratique. Ils vont très vite. Et pour échanger avec beaucoup de patrons d'entreprise, beaucoup ont parfaitement conscience que ne pas se décarboner aujourd'hui, c'est mettre la tête dans le sable, et qu'un chef d'entreprise, aujourd'hui, quand il parle à ses actionnaires, il doit regarder dans sa matrice des risques, le risque émergent, qui est le risque de l'inaction, qui n'est pas qu'un risque climatique global, c'est parfois, et souvent, de plus en plus souvent, un risque de pérennité pour son cœur de business model. Si la transition écologique devient un enjeu de pérennité et de compétitivité mondiale, et ce d'autant plus que les nouvelles réglementations européennes qui vont être mises en place à partir de cette année et plus tard ne laisseront, comme vous le dites, assez peu le choix aux entreprises. Est-ce que pour ces entreprises que vous rencontrez sur le terrain, la transition est aujourd'hui une question de financement ou d'expertise ? Est-ce que ces patrons vous disent C'est les deux. on sait faire mais on n'a pas d'argent, ou on ne sait pas faire et on aurait besoin d'un coup de main? C'est vraiment les deux. Et nos ingénieurs à l'ADEME ont la chance et l'expérience de voir des dizaines de cas de décarbonation. Donc ils ont une valeur ajoutée. Évidemment, personne de mieux que l'entreprise ne connaît ces processus industriels et la façon de les faire évoluer. Mais on a un référentiel et chacun de nos ingénieurs, quand vous avez travaillé 10 fois, 20 fois sur des dossiers de décarbonation, que vous avez vu multiples cas d'entreprise, ben vous avez évidemment une valeur ajoutée d'expertise. Et puis il y a les moyens financiers qui sont importants et qui pour 2025 sont dans la copie du gouvernement à la même hauteur et parfois même plus qu'en 2024. Madame Abagaroté, cette idée de ce que peuvent dire les entreprises sur le terrain est très importante. Monsieur Wasserman nous le rappelait, c'est sur le terrain qu'on voit mieux ce dont on a besoin. Une des spécificités de la Cinea, c'est que les projets soutenus doivent faire un feedback sur le soutien dont ils ont bénéficié. Avec le recul de ces 5 ans, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? En effet, on a des façons de recevoir du feedback des
des bénéficiaires et de ce qui marche ne marche pas au programme. On fait pour tous les programmes, on fait une évaluation à mi-chemin et on fait une évaluation une fois qu'il est fini. Mais aussi la CINE a fait des enquêtes de satisfaction entre nos bénéficiaires, mais aussi avec les soumissionnaires qui peut-être n'ont pas été retenus. Ce qui marche bien, et je parle du programme européen seulement, c'est qu'on fait une évaluation transparente, donc on va donner des explications concrètes à ceux qui n'ont pas eu de succès. On essaie aussi d'être rapide, parce qu'entre la clôture d'un appel à proposition jusqu'à qu'il reçoit l'information de oui ou non, c'est 6 mois, plus 3 mois pour signer le contrat et avoir son paiement dans 1 mois plus tard. Donc ça veut dire que maximum, on prend entre 9 et 10 mois pour avoir son argent dans la poche quand on a un succès. Aussi, ce qui marche bien, ils sont contents, c'est un peu les soutiens qu'on fait sur les projets. Et on est là pour les soutenir tout au long de l'implémentation des projets, les donner des avis quand soit nécessaire, bien sûr. C'est leur responsabilité, mais on est là pour être sûr et certain qu'ils vont arriver jusqu'à la fin. Aussi, ces projets qui ont eu succès sont ces projets qui ont été bien planifiés. Et quand il y a un consortium, quand il y a une bonne coordination entre les leaders du consortium et le reste des partenaires. Et aussi, je dirais qu'on a vu que beaucoup de solutions, par exemple, dans les programmes LIFE, ont encore de la durabilité après la fin de l'implémentation et aussi que sont des projets qui peuvent être reproductibles dans d'autres endroits. Donc, ça, c'est des bons signaux. Bon, ce qu'on devrait encore améliorer, C'est très joliment dit. c'est qu'on doit encore simplifier. C'est vrai que quelquefois, les appels à proposition sont très demandants et on demande beaucoup de détails parce qu'on a tellement de demandes qu'on doit être sûr de ceux qui ont choisi sont les bons. Mais bon, c'est vrai qu'on pourrait faciliter encore ces soumissions afin qu'il y ait beaucoup plus aussi de petites entreprises qui peut-être ont un peu peur de venir et accéder aux fonds européens. Une autre chose qu'on a vu un peu, c'est qu'il y a encore un peu une difficulté de passer de la recherche, quand on finance des projets de recherche, vers le déploiement commercial. Et il y a ce qu'on appelle un gap, une fosse, je pense. Et donc, on doit voir comment... Et nous-mêmes, si on essaie d'incentiver ces pas vers le déploiement, ça va très lentement. Et après, il y a des autres continents qui vont aller beaucoup plus vite. La Chine, l'Amérique. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on peut observer. Et aussi, c'est que c'est passé un peu dans les dernières années, et vous avez mentionné au début, on a eu la pandémie, on a eu des problèmes d'inflation, on a eu des problèmes de supply chain. Et donc, il y a eu pas mal, certains projets qui ont eu des difficultés financières ou difficultés pour arriver et finaliser les projets. Bon, j'espère que ça sera plutôt circonstanciel, mais bon, on va réfléchir bien comment est-ce qu'on va faire pour les prochains programmes et comment on va essayer de faciliter la vie aux entreprises européennes. Il y a un petit point de blocage, c'est qu'il y a des fonds colossaux mis à disposition, il y a un cadre réglementaire et législatif suffisant, vous nous le rappeliez, il y a des actions sur les territoires, un essaimage possible, et pourtant, on ne peut pas dire que, sauver la planète, c'est fait.
il y a encore des vraies difficultés. Quels sont ces freins qu'il nous reste? Comment est-ce qu'on peut accélérer ces mouvements de transition écologique? Alors, vous posez la bonne question. Je voudrais quand même rappeler quelque chose. On est rentré dans une nouvelle ère de la transition écologique. Aujourd'hui, c'est plus que des impressions, c'est pas seulement des impressions, des discours, des visionnaires, etc. C'est des chiffres. Et les chiffres sont là. Nous, par exemple, en France, il faut qu'on fasse 5% de réduction de nos émissions de carbone tous les ans. L'an dernier, on a fait 5,8%. En fait, je ne sais pas combien d'entre vous savent que la France a atteint ses objectifs de décarbonation en 2023 avec 5,8% de réduction versus un objectif pour atteindre la trajectoire de Paris de 5%. Donc, bien sûr, il y a un chemin qui est difficile, qui est long, mais il faut aussi savoir reconnaître les réussites. Ce n'est pas une réussite d'un gouvernement, d'un acteur, c'est une réussite très collective, à la fois des acteurs économiques qui franchement se sont saisis avec énergie du sujet, des collectivités territoriales et bien sûr des moyens inédits qui ont été mis sur la table, les moyens financiers en particulier par l'État. Donc ça, c'est le premier point. Dans les points clés pour l'accélération, je crois qu'il y a plusieurs thématiques en tout cas qu'on met en œuvre. La première, par rapport au monde économique, je vous donne une anecdote très simple, mais on dialogue beaucoup avec le MEDEF. Et on dialogue avec le MEDEF notamment sur ces enjeux de décarbonation. Nous, on promeut une méthodologie qui s'appelle Accelerating Carbon Transition, qui permet de construire un plan de décarbonation et après de l'évaluer, pour avoir une évaluation formelle de la solidité de ce plan de décarbonation, ce qui permet d'ailleurs de le valoriser comme un avantage concurrentiel. Puisque je vous rappelle qu'en 2026, par exemple, les marchés publics auront des clauses environnementales obligatoires, donc il faudra bien distinguer entre tous ceux qui disent « je serai plus vert que vert en 2040 », se distinguer l'entreprise A qui a un plan de décarbonation très solide et l'entreprise B qui est plus dans le greenwashing. Donc, cette méthodologie ACT, elle a d'ailleurs fait l'objet d'une convention avec la Banque de France qui l'a retenue comme méthodologie de référence. Et bien, ce qui est saisissant, c'est qu'en travaillant avec le MEDEF, on a fait une réunion en invitant les entreprises sur la décarbonation et sur cette méthodologie. Il y a eu 200 entreprises qui sont venues nous voir. 200 entreprises qui sont venues écouter pendant une demi-journée l'ADEME parler de sa méthodologie de décarbonation. Franchement, on aurait fait ça il y a 3 ans, on aurait fait la réunion dans le bureau du vice-président, qui est un grand bureau qui nous aurait accueillis avec les 5-6 personnes qui seraient déplacées. Donc on a peut-être, du fait que j'expliquais tout à l'heure, de la sensibilité des dirigeants d'entreprise qui voient bien qu'ils ne peuvent pas mettre la tête dans le sable, mais en tout cas, on a un recentrage cœur de business de la transition écologique et, à mon sens, un moment de bascule important dans le secteur économique. Donc le premier point, c'est d'accompagner ce mouvement-là, d'accompagner ce recentrage de la transition écologique au cœur des business models et des enjeux stratégiques des entreprises. Deuxième point, l'enjeu pour moi, ce sont les territoires. Donc bien sûr, les financements sont difficiles, bien sûr, l'équation économique des collectivités territoriales est difficile, mais vraiment, cette transition écologique, elle réussira sur les territoires, par les territoires, elle sera territoriale ou elle ne sera pas. Madame Abagaroté, vous avez une tour de contrôle de tous ces territoires à l'échelle européenne. Quels sont les freins qui restent? Qu'est-ce qui gêne un peu dans cette accélération dont nous parlait M. Waserman? Bon, je voudrais peut-être parler plutôt de ce que j'ai connu, que c'est le financement. Bon, vous avez dit qu'il y a assez de financement. Bon, je pourrais dire que le financement de l'Union européenne, c'est peut-être une goutte dans l'océan par rapport aux besoins des entreprises, des régions et des autres organisations. Donc, ce qu'on a besoin d'un côté, c'est de mobiliser aussi le capital privé. D'un côté, les financements publics peuvent servir comme tremplin et attirer les investissements privés. On connaît, j'ai eu l'expérience de certains projets qu'on a financés et seulement pour les investisseurs
privés, savoir que l'Union européenne est derrière et qui donne un soutien à ces projets, donne déjà une sensation de qualité des projets. Et donc, ça, c'est bien. Mais on a besoin d'attirer tous ces investissements privés. Aussi, la présidente de la Commission européenne, dans son présentation devant le Parlement européen, elle a bien remarqué qu'il y a 300 milliards d'euros d'épargne des familles européennes qui partent à l'étranger. On investit des fonds étrangers, des fonds américains, des fonds internationaux, mais pas des fonds qui restent en Europe. Donc, on a besoin d'attirer ces épargnes et que les gens investissent dans l'Union européenne. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle un marché de capital liquide afin que ce marché existe et qu'on peut financer du côté privé plein de bonnes idées qui existent et que les fonds publics ne sont pas assez. Une forme de patriotisme économique vert européen, d'une certaine manière. Nous parlons depuis tout à l'heure du financement, de l'essaimage, de la manière dont les entreprises vont pouvoir accélérer leur transition écologique. Reste qu'en plus de cette transition, pour un certain nombre d'entreprises, dans un certain nombre de territoires, et ce sur tout le continent, il n'y a pas que le sujet de la transition, il y a aussi le sujet de l'adaptation, puisque nos territoires sont désormais touchés de plein fouet par les conséquences du changement climatique, par une série de catastrophes naturelles qui sont aggravées par le changement climatique. Est-ce que ces entreprises que vous connaissez, que vous côtoyez, elles sont déjà en mesure de mener de front transition et adaptation, ou est-ce que c'est quand même vraiment leur en demander beaucoup? Mais la réalité, qu'on ait envie ou pas, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et que, vous savez, dans les logiques de mise en place de la CSRD, des nouvelles directives européennes, il y a cette logique de double matérialité, c'est-à-dire pour une entreprise, par exemple, quel impact elle peut avoir sur son environnement, mais aussi quel est l'impact de l'environnement sur son fonctionnement et l'impact du dérèglement que le dérèglement peut avoir sur son fonctionnement. Donc l'adaptation, j'ai envie de dire, c'est la vie quotidienne d'une entreprise. Une entreprise s'adapte à son marché en permanence, s'adapte à ses clients, s'adapte au contexte réglementaire, s'adapte aux aléas politiques, s'adapte en permanence. Donc elle doit aujourd'hui s'adapter aussi aux enjeux climatiques et aux risques du dérèglement climatique. Mais cette double matérialité, qui est un terme un peu technique, un peu difficile à appréhender, mais en fait, il ne fait rien d'autre que traduire exactement ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise doit se projeter dans son impact sur le climat de plus en plus, pas seulement pour se différencier sur les marchés, aussi pour une raison existentielle, comme je l'ai dit, et aussi, bien sûr, pour attirer ses collaborateurs, et les collaborateurs qui auront une exigence, notamment dans les nouvelles générations, c'est une réalité, qui ont une exigence bien supérieure vis-à-vis de leurs employeurs qu'avant, mais aussi, d'un autre côté, se protéger des risques du dérèglement climatique. Donc l'adaptation, j'ai envie de dire, c'est business as usual pour une entreprise, mais c'est bien sûr l'adaptation aux enjeux climatiques, c'est l'un des éléments d'adaptation, de même qu'on s'adapte à la cybersécurité, aux risques extrêmement forts aujourd'hui d'attaques sur le numérique, ou au changement réglementaire ou au changement de marché. Et ça, c'est un chantier que l'ADEME peut aussi mener absolument. Conjointement avec les entreprises. On a notamment, la ministre a fait une annonce sur l'adaptation vis-à-vis des collectivités territoriales et des territoires. Si on parle par exemple des risques d'inondation, des risques de canicule, c'est des risques territoriaux, très locaux et territoriaux, qui bien sûr, quand on travaille à l'échelle du territoire, bénéficient aux acteurs de ce territoire. Donc on a une démarche expérimentale sur 100 collectivités, où on essaye de partir de leurs spécificités territoriales, de les accompagner. Donc c'est un projet où le CEREMA et l'ADEME, donc deux opérateurs de l'État, sont main dans la main pour unir leurs forces et être aux côtés des territoires pour anticiper ces risques de dérèglement climatique au maximum, influer sur les choix, notamment les choix d'urbanisme. On ne pense pas une ville aujourd'hui
comme on la pensait il y a 15 ans. On peut voir les impacts en termes de canicule, par exemple. Évidemment, une entreprise dans une zone soumise à canicule, que fait-elle en période de canicule? Est-ce que les conditions sont encore vivables pour leurs salariés? Enfin, tous ces sujets sont extrêmement concrets, extrêmement pragmatiques, extrêmement ancrés dans les préoccupations des dirigeants d'entreprise. Madame Abagaroté, est-ce que la Cinéa a des fonds ou une expertise qui est mobilisable sur les sujets d'adaptation? Vous nous avez rappelé les nombreux programmes d'anticipation et de transition. Pour l'adaptation, qui pourrait être les premiers secours en termes de transition écologique, est-ce qu'il y a là, chez vous, un moyen pour les entreprises de trouver expertise ou financement? Bon, on a principalement des programmes. Le programme Horizon Europe, qui est principalement sur la recherche et l'innovation, mais qui dans ces programmes, il existe on va dire un chapitre qui s'appelle la mission d'adaptation climatique. Et dans cette mission d'adaptation climatique, on soutient des stratégies et des solutions efficaces pour l'adaptation climatique. Donc, on a des soutiens aux municipalités, soit aux régions et des autres organisations, entités. Mais aussi, le programme LIFE a donné déjà des soutiens sur plan d'adaptation climatique, hein, surtout dans des secteurs qui utilisent plus de ressources ou des secteurs qui posent les défis les plus importants, plus élevés en termes de durabilité. On parle des secteurs textiles et chimiques, inclut le plastique, des secteurs de la construction, donc très variés. Et en effet, on a par exemple des projets LIFE en France, où on a donné des soutiens aux régions et des municipalités, entre autres acteurs, et qu'on a soutenu ces plans nationaux. Et surtout sont dans le secteur comme l'énergie durable, le climat. Donc, vraiment, ce sont des choses qu'on peut faire. Donc, j'encourage tous ceux qui veulent faire un plan d'adaptation ou mettre en mission œuvre ces plans d'adaptation de nous contacter. Vous nous avez rappelé tous deux d'abord l'importance cruciale pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de cette transition écologique. Ce Green Deal permet une vraie accélération. Vous nous en rappeliez les montants et les programmes. Monsieur Wazerman, vous nous expliquiez à quel point tout ça était encore impensable. C'est vrai, il y a quelques années. Ce point d'étape effectué, on sait un peu mieux ce qui marche et ce qui marche moins bien. Quelle peut être la prochaine étape, ou plutôt quels sont les programmes de vos agences respectives pour les 5 prochaines années, ou presque, ça va jusqu'à 2027, dans le cas de la Cinéa. Madame Abagaroté, c'est quoi la prochaine étape de ce Green Deal orchestré et opéré par la Cinéa? Bon, si on parle plutôt des prochaines opportunités de financement, on a déjà annoncé que le 3 décembre, on va ouvrir la nouvelle appel pour propositions sur les fonds d'innovation et qui va compter plus de 4 milliards d'euros, donc assez importante, et qu'on va couvrir ce qu'on appelle les technologies net zero. On va faire aussi un appel concret sur les batteries. Et je sais qu'il y a aussi des entreprises ici qui sont sont des producteurs ou des recyclages. Donc voilà. Et aussi un appel aux chercheurs sur l'hydrogène. Ça, c'est la chose la plus importante qu'on a devant nous. Et pour le programme LIFE, en avril, on doit de nouveau ouvrir un appel à proposition, bien sûr, sur la clean energy, l'environnement et le climat, donc l'économie circulaire, le capital naturel, donc très important. Et bon, on aura toujours notre appel régulier sur la recherche aussi pour l'année prochaine. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, et peut-être c'est important, qu'en plus des programmes,
On a aussi un service de conseil qu'on appelle Green Assist. C'est un service qu'on donne aux entités ou entreprises qui veulent faire des investissements verts. Donc, ce sont des services qu'on va faire la contratation d'experts qui vont aider à faire ces plans de nouveaux investissements. Et c'est assez intéressant parce que c'est totalement gratuit. Ces appels à projets, où les trouve-t-on si on est une entreprise ici à Polytech et qu'on se dit tiens, c'est vrai qu'un appel à projet doté de 4 milliards, c'est pas inintéressant. Ouais. Où va-t-on? Est-ce qu'on va juste sur le site de la Cinea? Est-ce qu'il y a un processus? Non, donc toute l'information est publique. Il y a un site unique de la commission. Si on passe sur le site Cinea, on peut aller sur les programmes et après on peut voir Funding Opportunities, donc directement. Et ce lien va aller sur le lien global de la Commission, que c'est le Funding and Tenders Portal de la Commission européenne, où on peut trouver tous les programmes dans tous les domaines et on peut faire un filtre et comme ça on peut voir tout ce qui existe ou a existé dans le passé. Donc c'est une publication publique. Ce qu'on fait, on fait promotion sur social media, donc on essaie d'arriver à tous les publics possibles parce qu'on est intéressé de recevoir les plus nombreux, on va dire, propositions et projets. Monsieur Wasserman, même question. Alors, l'ADEME n'a pas 5 ans, hein, mais en revanche, quels en sont ces prochains chantiers? Alors, pour répondre à votre question directement, petit 1, la généralisation massive des solutions qui marchent. Et ça, on met beaucoup d'efforts sur l'essaimage dont je parlais tout à l'heure. On a créé aussi un réseau des élus. Il y a 3200 élus qui nous ont rejoints pour diffuser, pour travailler sur cette diffusion des pratiques qui fonctionnent et des solutions qui fonctionnent. Donc ça, c'est le premier point. Et puis l'innovation aussi. Vous savez, nous, à l'ADEME, on n'est pas technosolutionniste. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que la technologie et l'innovation va tout résoudre et qu'on peut se croiser les bras, changer rien, continuer comme ça, parce que de toute façon, la technologie va tout résoudre. On n'est pas technosolutionniste. En revanche, on croit dans l'innovation, on aide beaucoup et on accompagne avec des appels à projets aussi l'innovation. On investit en fonds propres avec ADEME Investissement dans des entreprises dont on pense qu'en termes d'infrastructures, elles peuvent aider à la transition écologique de façon significative. Donc, je dirais deux enjeux, la diffusion massive et la généralisation massive des solutions qui marchent, et puis l'innovation, parce qu'il faut aussi faire confiance à cette vitalité et cette capacité d'innovation qu'on peut voir en France et en Europe en général. Et que ce sont des projets que nous suivrons, puisque évidemment, comme vous le rappeliez tous les deux, nous n'avons pas d'autre choix que de transformer et nos sociétés et nos services de production et de consommation. Monsieur Wasserman, Madame Abba-Garrotté, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Madame Abba-Garrotté, un merci tout particulier d'avoir fait cet entretien en français. Il aurait pu se dérouler en anglais ou en espagnol. Vous nous avez fait l'amitié de nous parler notre langue. Merci beaucoup à vous deux. À vous. À vous tous.